Oui. Juridiquement, scientifiquement, il n'y a pas de débat. Il n'y a que des bavards qui peuvent parler. Alors, ils ont la liberté de parler. J'insiste là-dessus. D'abord parce que vient faire l'article 15 alinéa 3 dans une question relative à la candidature présidentielle? Alors que, comme était souligné tout à l'heure, comme le soulignait tout à l'heure le professeur Njoya, le mandat impératif, c'est un mode de fonctionnement qui est défini pour des élus. Absolument. Alors que l'article 121 du Code électoral parle de la candidature. Alors il y a quand même une différence entre l'élu et la candidature. Il est l'un des plus brillants constitutionnalistes du pays. Recteur de l'université de Douala, professeur en chaire, respecté grand même parfois pour son érudition coupante, Magloire Ondoa. Et face à lui, un autre cerveau, un esprit libre, moins académique, plus tranchant, président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, mais surtout professeur d'université, Jimmy Yab, expert en droit constitutionnel comparé, deux écoles, deux visions, une guerre de textes et de principes. J'ai suivi un débat dans lequel le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, a donné un certain nombre d'arguments et je voudrais apporter ma réflexion autour de cela. C'était un débat juridiquement intéressant. Le 6 juin 2025, sur le plateau de PRC TV, la chaîne de la présidence de la République, Magloire Ondoa lâche une bombe. Maurice Kamto ne peut pas être candidat sous la bannière du MRC. Pourquoi? L'article 121 du Code électoral, son alinéa 2 est formel. Si un parti n'a pas d'élu, il ne peut investir de candidat à la présidentielle, sauf à le faire comme indépendant, moyennant 300 signatures. Dans le camp du régime, on applaudit. Dans l'opposition, on s'étouffe. Et dans les facultés de droit, on s'échauffe. Magloire Ondoa est clair. Il n'y a pas de débat. Ceux qui parlent, ce sont des bavards. Il invoque l'article 6, alinéa 6 de la Constitution camerounaise. C'est lui qui donne au législateur pouvoir total pour fixer les règles électorales. En clair, la loi électorale ne peut être inconstitutionnelle car elle est elle-même habillée par la Constitution. Il pousse plus loin. Le mandat impératif, article 15, concerne les élus. L'article 121, lui, concerne les candidats. Deux choses différentes. Le reste, c'est manipulation. Alors, le fait d'invoquer l'article 15, alinéa 3, mais c'est même ignorer l'ensemble. D'abord, il y a l'article 6, alinéa 6, qui dit que le code électoral, bref, je résume, sera fait par une loi. L'article 6 de la Constitution. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu le pouvoir constituant à déléguer le pouvoir d'établir un code électoral à la loi. Par conséquent, il n'est plus possible de parler d'une éventuelle inconstitutionnalité. Surtout que cet article ne donne aucune limite. Si cet article avait dit, bon, le code électoral va être fait par une loi avec ceci, avec cela, encore qu'on aurait pu parler de ça. Mais le pouvoir constituant, à travers cet article 6, alinéa 6, a donné la liberté la plus totale à la loi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a en matière de juridique, il y a ce qu'on appelle, pour regarder le problème de la constitutionnalité, il y a ce qu'on appelle l'identité d'objet. Vous parlez de choses, pour qu'on vous compare, il faut que vous soyez comparable. Hein?
pour qu'on vous mette dans un même cercle, il faut que vous soyez proche de cela. Je le disais tout à l'heure, le code électoral parle des candidats, les autres parlent de l'élu, mais ils partent le chercher pour signifier, parce que c'est ça le message caché. Ils cachent le message selon lequel l'article 121 est inconstitutionnel. Et c'est alors que je leur dis non. Il y a l'article 6, il y a le problème de l'identité d'objet, ce n'est pas identique. Et en plus, est-ce qu'un citoyen a le droit de refuser d'appliquer une loi parce qu'il estime qu'elle est inconstitutionnelle? Ce n'est pas possible, puisque les mécanismes de déclaration de la constitutionnalité d'un texte sont clairs. Vous vous rappelez, professeur Ondoa, que les mêmes citoyens avaient par le passé quand même demandé que soit révisée la loi électorale. Oui, mais ils ont demandé. Est-ce que ça a été fait? Hein? Parce que lorsqu'on demande de réviser, on doit engager une procédure. Absolument. Parce qu'à l'heure actuelle, la constitutionnalité ne peut être déclarée, en tout cas en ce qui concerne le code électoral, que par le juge constitutionnel. Et il faut une procédure pour arriver devant le juge constitutionnel. Alors, au lieu de se battre pour cette procédure-là, ils commencent à raconter qu'ils vont être candidats à cause de l'article 15 alinéa 3. Comment peut-on appliquer et comment peut-on le dire alors que l'on sait très bien que dans tous les cas, il faudra démontrer l'inconstitutionnalité de l'article 121. Alors, vous comprenez pourquoi c'est un faux débat? Qui cache bien des choses. Qui cache d'ailleurs, sinon je préfère ne pas parler de ça. Mais ce discours froid, tranché, ne passe pas inaperçu. Et au fond d'un amphithéâtre, une voix s'élève. Jimmy Yap, il démonte. Il rappelle que le pouvoir législatif camerounais reste soumis à un bloc de constitutionnalité supérieure, constitué de la souveraineté populaire, article 2, l'égalité des citoyens, article 1, et les libertés fondamentales. Verdict de Jimmy Yap. Une loi peut être légale, mais fondamentalement illégitime. Je retiens de l'argumentaire du professeur Magloire Ondoa 3 arguments. Permettez-moi de répondre point par point en illustrant, en prenant quelques exemples internationaux sur les arguments du professeur. Premièrement, sur le prétendu pouvoir illimité du législateur camerounais. L'article 6, alinéa 6 de la Constitution camerounaise, donne compétence au législateur pour fixer le régime électoral. Mais cette compétence n'est pas absolue. Même lorsqu'il agit sous habilitation constitutionnelle, le législateur camerounais reste soumis à l'ensemble du bloc de constitutionnalité supérieure, qui est, par exemple, la souveraineté populaire, l'article fétiche de l'article 2 de la Constitution, l'égalité des citoyens, article 1 alinéa 2, et les droits et les libertés fondamentales. Le législateur n'est pas un pouvoir souverain, il est un pouvoir constitué et limité. L'exemple des États-Unis en 1954, dans l'affaire Brown against Board Education, la Cour suprême des États-Unis avait déclaré inconstitutionnelles les lois des États du Sud qui interdisaient qui instituaient la ségrégation raciale dans les écoles publiques, bien que ces lois aient été valablement votées par les législatures de ces États. Donc l'affaire Rugby Bridge en 1960, cette petite fille noire qui était escortée par les militaires pour entrer dans une école blanche de Louisiane illustre parfaitement ce principe supérieur. Même une loi adoptée légalement devient nulle lorsqu'elle viole les principes supérieurs de la Constitution. De la même manière au Cameroun, l'habilitation donnée par l'article 6, alinéa 6
ne permet pas au législateur d'adopter des lois électorales qui contredisent les principes fondamentaux de souveraineté populaire et surtout d'égalité politique. Continuons sur le deuxième point. La prétendue absence ou alors absence de contradiction, de conflit entre l'article 121 et la Constitution. Le véritable problème posé par l'article 121 du Code électoral est qu'il limite de façon disproportionnée le droit de chaque citoyen de concourir librement à la gestion des affaires publiques. Un droit qui découle directement de la souveraineté populaire, garanti par l'article 2 de la Constitution camerounaise. Les complexités administratives, les délais très courts, les conditions d'investiture, de parrainage, les exigences multiples de financement introduites par cet article fonctionnent comme des mécanismes de verrouillage électoral, réduisant artificiellement l'offre politique et le libre choix du peuple. L'Afrique du Sud sous apartheid. Cet exemple illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Pendant des décennies, les lois électorales étaient parfaitement légales et adoptées régulièrement par le Parlement sud-africain, n'autorisant que la minorité blanche à voter et à se porter candidate, excluant ainsi la majorité qui était noire. Techniquement, il n'y avait pas de contradiction interne dans leur ordre juridique, mais sur le plan du droit supérieur, ces lois violaient de façon flagrante la souveraineté populaire et les principes démocratiques universels. Ce verrouillage juridique a d'ailleurs été condamné par toute la communauté internationale et l'ensemble des pays, surtout africains. Et cela démontre que un régime électoral peut parfaitement être légal et néanmoins fondamentalement illégitime et inconstitutionnel sur le plan des principes supérieurs. Magloire Ondoa dit, la loi est claire, vous devez l'appliquer. Jimmy Yaba répond, quand une loi limite de manière abusive le droit du citoyen de participer à la vie politique, elle devient anticonstitutionnelle dans l'esprit, sinon dans la lettre. Et il frappe là où ça fait mal. Le verrouillage du code électoral, c'est l'outil parfait pour neutraliser des figures politiques comme Kamto. Ce n'est pas une lecture juridique, c'est un choix politique couvert de vernis juridique. Il interroge la légitimité d'un régime électoral où les partis sans députés sont exclus du jeu présidentiel. Les candidatures indépendantes sont soumises à un parcours du combattant et l'inégalité devant le suffrage devient une norme. C'est le cœur du problème. Peut-on verrouiller démocratiquement une élection? Peut-on rendre inéligible un homme en légalisant son exclusion? Ce que Jimmy Yaba pointe, c'est le vrai piège. Un système dans lequel le peuple vote, mais sans véritable choix, parce qu'à force de filtrer les candidatures, on oriente l'élection, on écrit à l'avance les résultats. Et dans ce contexte, le droit devient une arme, un rempart, un mur, un filtre contre la diversité politique. Magloire Ondoa défend l'ordre établi, la légalité, l'État, l'équilibre institutionnel. Jimmy Yab défend l'ouverture, la rupture, l'idée que la légitimité démocratique ne peut pas se plier à la loi quand la loi devient exclusion. C'est plus qu'un débat juridique, c'est une vision du Cameroun qui est en jeu. Un Cameroun verrouillé, ordonné, discipliné, mais figé. Oui, ou un Cameroun bruyant, désordonné, libre, mais vivant. Maurice Kamto est au cœur du brasier, mais il est aussi le prétexte. L'enjeu, de par son nom, c'est celui de savoir qui peut être candidat dans ce pays, qui peut représenter le peuple, qui peut porter une ambition, et surtout, à quelles conditions. Le débat continue sur les plateaux, dans les rédactions, sur les réseaux sociaux. Il est devenu l'une des grandes polémiques politiques de cette montée vers 2025. Maurice Kamto peut-il oui ou non être candidat à la présidentielle alors que son parti n'a pas d'élu? Et la question à première vue paraît simple.
mais elle est complexe, sensible, chargée d'histoire et de tensions. Il faut rappeler les faits. En 2020, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, prend une décision radicale. Boycotter les élections législatives et municipales. Un boycott volontaire, revendiqué, justifié à l'époque par le refus de participer à ce que le MRC appelait un processus biaisé, sans réforme du code électoral, sans garantie de transparence. Ce choix stratégique et politique a des conséquences. Le MRC ne compte aucun député, aucun maire, aucun conseiller municipal. Ce sont précisément ces élus-là qui sont appelés, selon l'article 121 du Code électoral, à signer les parrainages pour une candidature à l'élection présidentielle. Et c'est là que le débat commence. D'un côté, ceux qui estiment que cette absence d'élus ferme la porte à toute candidature de Kamto au nom du texte de loi. De l'autre, ceux qui rappellent que la loi prévoit aussi des élus d'autres partis potentiellement ouverts à signer pour d'autres candidats. Et surtout que l'esprit de la démocratie ne saurait exclure un acteur majeur du jeu politique pour des raisons techniques. Le débat aujourd'hui n'est plus seulement juridique, il est devenu politique, émotionnel, identitaire. Certains y voient une stratégie d'exclusion, d'autres une conséquence logique du choix assumé par le MRC. Mais alors, où est le vrai problème? La loi est là, elle parle, elle encadre. Mais le droit n'existe pas seul. Il est interprété, appliqué, parfois adapté selon le contexte. La question n'est donc plus seulement que dit l'article 121, mais plutôt quelle lecture en fait-on et dans quel but? Peut-on exclure un candidat au motif qu'il n'a pas d'élu, alors même que ce candidat a rassemblé, mobilisé, structuré une base populaire au niveau national comme dans la diaspora? Et inversement, peut-on espérer contourner un mécanisme légal au nom de la légitimité politique seule, sans en assumer les conséquences structurelles? Le débat est réel. Il oppose deux légitimités. La légitimité juridique issue des institutions et des textes. La légitimité politique portée par la mobilisation populaire et l'engagement citoyen. Et pour certains, ce duel est intenable. Pour d'autres, il est le cœur même du jeu démocratique. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement l'avenir d'un homme, d'un parti ou d'un article de loi. Ce qui se joue, c'est la crédibilité du processus électoral. Et dans ce contexte, la neutralité des institutions sera scrutée, la cohérence du droit est testée et la maturité démocratique du pays questionnée. Kamto peut-il être candidat? Si la loi le permet, rien ne devrait l'en empêcher. Kamto aurait-il dû présenter de candidature en 2020? C'est un choix politique assumé à l'époque qui porte aujourd'hui ses conséquences. Ce que l'on observe, c'est un système à la croisée des chemins. Le droit, la politique, la mémoire collective et la stratégie s'entrechoquent. Et au final, ce n'est peut-être pas à un article de trancher, mais à une nation entière de se poser la question: quelle démocratie voulons-nous?